Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 1.3 du semestre 1, législation, éthique, déontologie, sorti en janvier 2022 à l'Université de Bordeaux. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1, le sommet de la pyramide, le droit constitutionnel. Imagine que tu arrives devant une pyramide immense. Plus tu montes, plus les règles sont puissantes. Tout en haut, une pierre gigantesque, impossible à déplacer. Elle écrase toutes les autres règles si besoin. Cette pierre, c'est la Constitution. Le droit constitutionnel, c'est la branche du droit relative à l'organisation de l'État et des pouvoirs publics, et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs. Cette phrase, retiens-la mot pour mot. C'est la définition attendue en IFSI. Visualise un mode d'emploi de la République. Il explique qui décide, comment les pouvoirs sont séparés et comment les citoyens participent, notamment par le vote. Piège fréquent, le droit constitutionnel n'est pas le droit du commerce, le droit des services publics en général ou un droit privé. C'est un droit public. Public comme la mairie, comme l'hôpital public, comme l'État. Partie 2, loi, règlement, circulaire, qui donne des ordres à qui. Maintenant, redescends un peu dans la pyramide. Juste sous la Constitution, tu trouves les lois. Elles sont votées par le Parlement. Imagine des députés qui appuient sur un bouton vert ou rouge. Encore en dessous, il y a les règlements. Les règlements sont des règles de droit qui émanent du pouvoir exécutif ainsi que des autorités administratives et non du pouvoir législatif. Cette formulation est exacte, elle doit rester telle qu'elle. Image mentale, le Parlement décide du cadre. Le gouvernement et l'administration disent comment on applique concrètement. Piège classique, les règlements ne sont pas des lois. Ils n'émanent pas du Parlement. Encore plus bas, dans les couloirs des administrations, circulent des documents internes. Ce sont les circulaires. Les circulaires ne sont pas des règlements. Elles ne sont pas des lois. Elles ne s'imposent pas aux justiciables. Elles s'imposent aux agents chargés de les exécuter. Uniquement à eux. Image mentale, une circulaire, c'est comme un mot laissé dans la salle de pause du service. Voilà comment on fait ici. Le patient ne le voit même pas. Partie 3, les arrêtés, des décisions, mais sous contrôle. Encore un étage plus bas, tu arrives devant une porte avec une plaque « Arrêté ». Un arrêté est une décision administrative. Il peut être pris par un ministre, un préfet, un maire ou un directeur selon les cas. Mais attention, les arrêtés sont subordonnés à la loi et aussi subordonnés au décret. Image simple, l'arrêté est sur un échelon inférieur. Il ne peut jamais contredire ce qui est au-dessus. Piège à éliminer, ce ne sont pas des décisions de tribunal et ce ne sont pas des conclusions judiciaires.
Partie 4, la laïcité. L'arbitre qui ne prend pas parti. Change de décor, imagine un match de football. Au milieu du terrain, un arbitre. Il ne porte aucun maillot. Il ne chante aucun hymne d'équipe. Il ne favorise personne. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Cette phrase est la bonne définition. Simple, claire, suffisante pour l'examen. Maintenant, les gros pièges. La laïcité n'est pas l'interdiction de pratiques religieuses dans la sphère publique, ou l'interdiction de parler de religion à l'hôpital, ou l'interdiction de parler de sa religion, ou l'interdiction automatique de porter le voile. Non, la laïcité n'efface pas les croyances. Elle empêche seulement l'État de prendre parti. Partie 5. Le droit à l'information. Qui doit prouver? Imagine une scène simple. Un patient est assis sur une chaise. En face, un professionnel de santé. Le patient dit « On ne m'a rien expliqué ». À ce moment-là, un procès imaginaire s'ouvre. Et la question clé tombe à l'examen. Qui doit prouver? En matière de droit à l'information, la règle est claire et non négociable. La charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé, qui doit démontrer que l'information a été transmise au patient. Donc, pas sur le patient, pas sur le juge, pas sur le directeur, pas sur l'assurance. Piège très fréquent, beaucoup d'étudiants pensent que celui qui se plaint doit prouver. En santé, c'est l'inverse. Image mentale, le professionnel doit garder une trace, comme un ticket de caisse, de l'information donnée. Partie 6, le consentement vivant, renouvelable, révocable. Maintenant, imagine un feu vert. Tant qu'il est vert, tu peux avancer. Mais à tout moment, il peut passer à l'orange ou au rouge. Le consentement du patient fonctionne exactement comme ça. Le consentement doit être obligatoirement recueilli à chaque nouvel acte. Il ne vaut pas pour toute la durée de la prise en charge. Autre point capital, le consentement peut être retiré à tout moment. Encore un piège, le consentement n'a pas besoin d'être écrit dans la majorité des situations. Et il n'est pas donné par la personne de confiance. La personne de confiance accompagne, aide à exprimer, mais ne décide pas à la place. Partie 7. Le mineur, écouter mais protéger. Imagine un enfant dans un bateau. Il tient une rame, mais il ne connaît pas la météo. Quand une décision concerne la santé d'un mineur, plusieurs règles coexistent. Le médecin explique la décision au mineur. Cette phrase est essentielle. Le mineur n'est jamais exclu. Mais si les titulaires de l'autorité parentale refusent un soin alors que la santé du mineur est en jeu, le médecin peut passer outre le refus des parents. Piège à éviter, dire que le médecin ne peut rien faire sans les parents, c'est faux. Et dire que le médecin décide à la place du mineur, c'est faux aussi. Le médecin agit dans l'intérêt supérieur de la santé du mineur.
Partie 8. Le corps humain, un territoire protégé. Ferme les yeux, imagine ton corps comme une maison verrouillée. Le principe fondamental, c'est le principe d'inviolabilité du corps humain. Personne n'y entre sans ton accord. Mais parfois, l'État impose une clé. La vaccination obligatoire est une exception au principe d'inviolabilité du corps humain. Très gros piège. Ce n'est pas une exception à la non-patrimonialité et ce n'est pas une exception à la non-commercialisation. C'est comme on l'a vu en haut, c'est une exception au principe d'inviolabilité du corps humain. Partie 9. La non-patrimonialité. Le corps ne se vend pas. Imagine un marché. Tu peux vendre des fruits, des vêtements, mais pas ton corps. Le principe de non-patrimonialité du corps humain, c'est le fait de ne pas pouvoir vendre un produit issu de son corps. Pas vendre un organe, pas vendre un élément corporel. Piège subtil, ce principe ne signifie pas simplement que le corps ne fait pas partie du patrimoine familial. Il signifie surtout absence de valeur marchande. Partie 10. La dignité, ce qui fait l'humain. La dignité, ce n'est pas juste l'honneur. Ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut de son corps. La dignité, c'est la défense de ce qui fait l'humanité de l'homme. Et c'est un fondement du code de la santé publique. Un exemple, même une personne confuse, dépendante ou inconsciente garde une valeur humaine absolue. Partie 11. Informer sans détruire. Le cas Alzheimer. Scène clinique. Madame P est hospitalisée pour dépression aiguë avec des idées noires. Elle est parfois confuse. Le diagnostic tombe. Maladie d'Alzheimer. Quelle attitude respecte le droit à l'information? La bonne réponse est précise. Le médecin informe directement la patiente lors de la consultation qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il ne doit pas ne rien dire, il ne doit pas informer d'abord le mari, ni les enfants, ni la personne de confiance à la place. L'information est adaptée, progressive, mais elle est destinée aux patients en priorité. Partie 12. Incapacité juridique. Qui représente? Imagine une personne qui ne peut plus signer seule. Le régime juridique qui prévoit une incapacité générale et une représentation continue dans les actes de la vie civile, c'est la tutelle. Donc ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle. Partie 13. Secret professionnel. Le coup de fil piège. Dernière scène. Monsieur X est hospitalisé. Son épouse appelle pour connaître les résultats du scanner. Même mariée, elle n'a pas automatiquement accès aux informations. Le professionnel de santé peut transférer l'appel au médecin
ou demander de prendre rendez-vous avec le médecin. Mais parfois, le secret professionnel doit être levé. Les dérogations obligatoires incluent les déclarations de maladies contagieuses, les attestations de décès et les déclarations de maltraitance. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça la méthode IFSI Réussite. Apprendre par la diversité des sujets pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen, et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances, sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.